Bonjour, bienvenue dans cette commission d'enquête. Alors, nous terminons la journée avec vous, acteurs absolument essentiels du cinéma Les Assureurs. Nous terminons sur la question du coût associé à la gestion d'un fait de violence sexuelle sur un tournage. Cette question est revenue de manière récurrente au cours de nos auditions et nous amène aujourd'hui à vous entendre, puisque le risque est omniprésent. Alors, Madame Barbara Rousseil, vous êtes directrice association, collectivité et entreprise à la Maïf. Bienvenue. Monsieur Sylvain Mortera, vous êtes directeur général du groupe Areas Assurance. Enchanté. Et vous êtes accompagné de Monsieur David Sultan, directeur courtage. Monsieur Hugo Rubini, bonjour aussi. L'entreprise que vous avez fondée est spécialisée dans l'assurance des films, du tournage à la post-production. Le CNC vous avait confié en 2020 une mission visant à trouver une solution assurantielle pour couvrir le risque de faits de harcèlement au sein des contrats d'assurance des tournages qui figurent d'ailleurs depuis lors dans les contrats proposés par la Maïf et Areas ici présents. Le bilan de cette clause intéressera particulièrement le rapporteur et les membres de la commission, même si elle n'épuise hélas pas le sujet, d'après ce qui ressort de nos premières auditions, ce qui appelle nécessairement de nouvelles évolutions dans ce domaine que nous serons ravis d'évoquer avec vous. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pour 1 heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous demander successivement de lever la main droite, de le dire « je le jure », micro ouvert s'il vous plaît. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Merci. Je rappelle que les micros ne fonctionnent que les uns séparément des autres, donc il faut éteindre un micro pour que l'autre puisse s'allumer. Je vous laisse la parole pour 5-10 minutes, parce qu'en fait, il faut vraiment qu'on termine à 16h30, pardon. Donc, si vous pouviez avoir un propos liminaire très rapide, ce serait très bien. Merci. Bonjour Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur et bonjour Mesdames, Messieurs les députés. Alors la Maïf, je vous remercie de nous donner la parole aujourd'hui. Je vais rapidement vous présenter effectivement les raisons pour lesquelles Maïf s'est engagée aux côtés d'Areas dans l'assurance de l'arrêt de tournage en cas de VHSS. La Maïf effectivement est une entreprise, une mutuelle d'assurance, membre de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes société à mission depuis 2020. On a inscrit dans nos statuts des objectifs sociaux et environnementaux, dont un objectif qui vise à, par nos activités, contribuer à construire une société plus solidaire. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que même si la Maïf est principalement un assureur dommages auprès des particuliers, nous sommes depuis de nombreuses années très engagés sur toutes les questions et les évolutions de société, et nous accompagnons le secteur de la culture depuis de nombreuses années. Nous l'avons notamment accompagné au moment du Covid face aux difficultés qui étaient rencontrées par ce secteur. Alors lorsque le CNC a exprimé le besoin effectivement de pouvoir couvrir les VHSS, c'était assez logique de pouvoir, avec Areas, les accompagner dans l'introduction d'une clause visant à couvrir l'arrêt de tournage en cas de violence ou de harcèlement sexuel ou sexiste. Cette clause, elle a été intégrée en 2021 dans le contrat commun avec Areas. Elle a été intégrée gratuitement et sans condition à l'ensemble des contrats qui couvraient l'arrêt de tournage dans le secteur du cinéma. Et c'est vrai que l'objectif principal était pour nous de contribuer à libérer la parole en facilitant l'arrêt de tournage dans ce type de situation. Dans le cadre du contrat avec Areas, Maïf est co-assureur. Alors ça veut dire quoi ? Notre rôle, c'est de porter avec Areas le risque financier lié à l'arrêt de tournage, mais nous n'assurons pas ni la distribution des contrats, ni la gestion des contrats, ni la gestion des sinistres. C'est Areas qui a ce rôle. Alors la Maïf salue la reprise effectivement des travaux de la commission et l'avancée dans la prise de conscience des faits autour des violences sexuelles et sexistes. Pour autant, on sait que le chemin reste long.
Nous faisons preuve d'humilité en tant qu'assureurs sur le réel rôle que nous pouvons avoir sur le sujet. Et nous avons bien conscience que la garantie que nous avons prévue à elle seule ne suffit pas à couvrir l'ensemble des problématiques liées aux violences sexuelles et sexistes dans le secteur de la culture, à leur prise en charge et à la prévention de ce risque. Merci beaucoup. Vous voulez compléter, Monsieur Mortera? Oui, donc nous, AREAS, donc on est également, à l'instar de la Maïf, fait sur le bouton, c'est bon. Voilà, nous, AREAS, donc on est une petite entreprise, on est fait partie également, à l'instar de la Maïf, de l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc notre présence au cinéma, il y a 2 phases. Hein, donc, à avril 2020, on a répondu présent avec 3 autres mutualistes, dont la Maïf, pour assurer le risque Covid, et permettre à cette activité de redémarrer dans des conditions sanitaires acceptables et économiques acceptables. Et puis, en juin 2021, à la demande du CNC, de l'étude qui a été confiée à M. Hugo Rubini, nous avons décidé de couvrir les suspensions à un tournage suite à des violences, harcèlements sexuels et sexistes. L'objectif de permettre la libération de la parole des victimes. Et donc, on fait preuve de beaucoup d'humilité aussi, c'est-à-dire qu'en fait, les vrais héros et héroïnes de ce sujet, c'est les gens qui osent porter plainte. Et voilà. Et donc, nous, notre clause, telle qu'elle a été conçue, c'est pour aider à la libération de la parole, même si on verra que c'est un problème d'efficacité pas simple aujourd'hui à résoudre. Peut-être 2 mots, dire que ce marché de l'assurance cinéma est quasi disparition des réassureurs, donc on s'est associés ensemble pour avoir les capitaux nécessaires pour couvrir ce risque, parce qu'aujourd'hui les réassureurs ont disparu de ce marché. Et puis c'est un risque de forte intensité, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un grave accident de ski d'un acteur, un accident vasculaire cérébral d'une actrice, voilà, donc ça va coûter très très cher, et donc il faut être capable d'apporter des capitaux importants. Et donc les plus grosses productions, c'est pas la AREAS et la Maïf qui le font, hein, donc on est sur des productions plutôt modeste, voilà, mais pour autant, on essaie d'œuvrer de manière intelligente parce que nous, on pense que la culture, le logement, voilà, font partie des segments importants de la cohésion sociale, et donc on est fiers d'appartenir à ce secteur d'activité. Voilà, donc nous, on assure aujourd'hui 30 à 40% de la production des films français, voilà, donc c'est à peu près un chiffre qu'on est capable de donner. Et donc nous, on maintient que, voilà, de manière très humble, on n'est que des appuis, voilà, donc nous, on est là pour essayer de libérer la parole. Avec succès ou insuccès, on verra, on pourra en parler. Mais voilà, donc l'idée, c'est que les vrais héros, c'est ceux qui osent porter plainte. Il faut que la peur change de camp. Il faut que la peur soit du côté des coupables et non pas du côté des victimes. Merci. Monsieur Sultan, vous vouliez, ou Monsieur Rubini peut-être, comme vous voulez. Monsieur Sultan, allez-y. Je vais compléter, donc AREAS a été présenté. Moi, je suis directeur du courtage et à ce titre, les souscriptions d'assurance de tournage de films, d'audiovisuel en général et de spectacles se font dans mes équipes. Voilà. Monsieur Rubini. Bonjour, je m'appelle Hugo Rubini. J'ai créé un cabinet de courtage en 1995 qui est spécialisé dans les risques audiovisuels, cinéma, télévision, publicité. On est une petite équipe indépendante de 8 personnes. Et notre travail est donc de faire de l'intermédiation entre des producteurs de cinéma, de publicité, de télévision et des assureurs. Donc on est chargé de trouver les meilleures conditions, aux meilleurs termes, film après film, puisque c'est une entreprise comment ça s'appelle, de prototype. Et chaque film étant différent, on est obligé d'apporter des solutions. On essaie de trouver des solutions pour nos clients d'assurance. Magnifique, vous êtes d'une concision tout à fait précieuse. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Erwan Balanan, qui est rapporteur de la commission. Merci. Bon, déjà, premier point, première question. Vous nous avez dit que vous assurez 40% des productions. Ça veut dire que les autres acteurs, les autres films sont-ils assurés? J'imagine que oui. Par quel type d'acteurs? C'était une première question. Ensuite, donc on est sur la question qui nous intéresse des arrêts de tournage. Est-ce que vous pourrez nous rappeler quelles sont les clauses que vous avez mises en place, comment elles se déclenchent? Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Et une autre question, et qui s'adresse à M. Rubini, mais aux autres aussi, parce qu'on sait que vous avez travaillé avec le CNC. Est-ce qu'on pourrait imaginer des clauses et des assurances plus, entre guillemets, puissantes et qui soient un peu plus, qui aillent au-delà
des 5 jours d'arrêt de tournage pour pouvoir sécuriser les films. Et est-ce qu'on pourrait imaginer aussi la question de l'assurance, d'une assurance un peu réputationnelle, c'est-à-dire qu'il y a des films abîmés et qui parce que un fait grave, un délit ou voire un crime a été perpétué pendant le tournage, ce film est complètement démonétisé. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait assurer en faisant porter la charge peut-être la charge au niveau du civil sur des personnes qui seraient éventuellement les auteurs des faits. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un exemple qu'on pourrait imaginer qu'en responsabilité civile, l'assureur se retourne contre la personne qui aurait commis le délit? Et en complément, puisque vous avez des clauses de suspension de tournage, quel dispositif vous incitez chez les équipes que vous financez pour éviter d'en arriver là, puisque j'imagine que ça fait aussi partie des contrats d'assurance? Non, pour répondre à une partie de votre question, pardon. Vous parlez de 2 assurances. Il y a une assurance de fabrication du film, c'est-à-dire le tournage, ça dure 8, 10, 12, 14 semaines. Et là, on assure les comédiens pour qu'ils soient là tous les matins, que le décor soit là, les caméras, les décors, les costumes, enfin que tout soit homogène et prêt à tourner. Il suffit, comme vous l'avez compris, d'une personne qui manque pour que le tournage s'arrête et que l'assureur engage son contrat et paye les retards pris suite au fait que la personne ne soit pas là. C'est un risque, donc nous, c'est notre métier de base. On assure la fabrication d'un document audiovisuel qui doit être livré pour le cinéma aux chaînes et pour la publicité aux annonceurs. Ça, c'est le premier point. Donc c'est très identifié, ça existe depuis une quarantaine d'années, et on voit assez bien où on est. C'est-à-dire que vous reposez sur 15-20 personnes qui sont à l'écran, et vous espérez que tout le monde aille bien jusqu'au bout du tournage pour que vous puissiez finir votre film, le monter, le livrer, le sortir. Ça, c'est le risque de base. C'est notre métier depuis toujours, et je ne suis pas le seul à faire, évidemment. Et mes excellents confrères et moi, on travaille là-dessus depuis toujours. Pour la deuxième partie, c'est le risque réputationnel, comme vous l'avez annoncé. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas de la responsabilité civile, puisque, ça me paraît difficile d'imaginer un recours possible sur une personne qui a fait un acte criminel et de lui dire le film qu'on devait sortir, qui devait faire 5 millions, va en faire 300 000 parce que le film est entaché ou abîmé, comme vous le dites. Je pense que d'abord, le producteur est moins, il est impliqué, mais moins. Ça serait plutôt le distributeur du film qui dépense beaucoup d'argent pour la sortie, la campagne publicitaire, les frais d'édition. Donc c'est un nouveau contrat. On parle d'un nouveau contrat qui est possible, bien évidemment, mais qui sort du cadre de notre métier aujourd'hui, de fabrication d'un film et d'un événement, un aléa qui pourrait que le film s'arrête. Donc on passe dans une autre dimension. Moi, ça me fait penser un peu par extension, et je ne sais pas si ça va aider. J'ai assuré il y a longtemps en publicité un acteur très connu international, et c'est une banque qui communiquait sur cette personne, et ils se sont assurés pendant 1 an que cette personne ne décède pas, évidemment, parce que sinon il y avait un problème de communication certain, mais aussi ne soit pas victime d'un problème de réputation, d'entaché. Et donc ils ont payé une prime conséquente, un acteur très très connu, pendant 12 mois, le temps que pour cette banque de communiquer sur lui. Il y avait beaucoup de spots et tout, bon, très bien. Et ils sont assurés pour cette chose-là, en cas où il y a un problème sur cette personne-là. Voilà. Mais c'est un peu loin de votre truc, mais on n'est pas si loin que ça. Vous aviez d'abord peut-être terminé. Oui, et après je te. Peut-être avant de répondre à la première question, donc sur la part de marché, il y a quelque chose d'important pour la Commission à savoir, c'est qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la tax shelter belge, qui offre un avantage fiscal, et la tax shelter belge, qui offre un avantage fiscal significatif pour les films qui s'assurent en Belgique. En France, le crédit d'impôt qui a été créé pour permettre
le financement du cinéma de manière domestique n'inclut pas le contrat d'assurance. Et donc on a une distorsion de concurrence qui fait qu'aujourd'hui, je prends ce contrôle du Robini, il y a à peu près 30-40% de l'activité assurance qui passe en Belgique parce qu'il y a un avantage fiscal qui n'existe pas en France. Et donc nous, voilà, donc on est le réceptacle des films qui ne partent pas en Belgique. Voilà, donc il y a une petite distorsion de concurrence qui existe. Et donc j'ai déjà notre part de marché limitée parce qu'il y a cette tentation d'aller en Belgique qui est un système plus favorable que le système français. Il faut peut-être réfléchir d'ailleurs à un système qui allie la protection des violences sexuelles et sexistes à un cadre fiscal français qui permette à la fois de toucher la taxe des assurances, voilà, donc de relocaliser l'activité d'assurance en France, de favoriser l'emploi en France, de favoriser les éventuels excédents qui seraient dégagés sur cette activité, plutôt que l'activité bénéficie à l'État belge, qui crée de facto une distorsion de concurrence. Et donc le crédit d'impôt qui a été inventé, qui favorise le cinéma français, n'inclut pas la cotisation d'assurance. Donc aujourd'hui, il y a une bonne part de marché qui passe en Belgique pour des raisons fiscales. C'est juste sur ce premier point. Peut-être sur la clause, peut-être David. Oui. Peut-être expliquer la clause. Alors effectivement, comme l'a expliqué Hugo Robini, les contrats qu'on met en œuvre ont pour but de couvrir les éventuels impacts financiers sur un tournage, que sont des problèmes de santé, des problèmes de décor, des problèmes divers et variés, principalement quand même liés à la santé des acteurs ou des réalisateurs qui sont nommés au contrat. Il faut savoir que sur un tournage, il peut y avoir des centaines de personnes, mais seulement quelques-uns ou quelques dizaines au maximum sont nommés au contrat, parce que c'est des personnes considérées comme essentielles, donc un acteur, une actrice, un réalisateur. Et nous, en fait, on couvre, dans le cadre de cette clause qu'on a rajoutée en 2021, on couvre en fait les atteintes qui sont faites par des personnes nommées au contrat. Et pour le coup, sur l'ensemble des personnes du tournage. Voilà. Donc, on le limite effectivement à 500 000 euros et à 5 jours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, bien entendu, ça peut paraître insuffisant, mais il y a plusieurs manières de le voir. C'est une garantie qu'on a offerte. Normalement, on aurait dû, en bon assureur, essayer de l'équilibrer financièrement par une cotisation. Voilà. On aurait dû l'équilibrer financièrement par une cotisation, ce que nous n'avons pas fait. Donc, si on devait demain aller plus loin sur le montant, il y aurait des impacts financiers qui nous imposeraient de jouer aussi sur la tarification. Et si on le fait, si on est les seuls à le faire, on n'est plus équilibré par rapport à la concurrence. Donc, après se pose une question de la généralisation de ce type de clause. Et évidemment, si tout le marché le fait, c'est une autre histoire. Et si c'est obligatoire, c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, à notre niveau modeste, on va dire, on a essayé d'être précurseur sur cette clause, d'apporter des avancées. Après, ce n'est pas des sommes négligeables non plus. C'est-à-dire qu'on a quand même des exemples, sans les citer, mais on sait qu'il y a pu y avoir des aménagements de tournage, des mises à l'écart, des interruptions de quelques jours. Et 500 000 euros peuvent suffire à couvrir ce type d'événement. Donc, ce n'est pas non plus négligeable. Voilà. C'est bon. Merci, monsieur Ballanon. Compte tenu des enjeux, et vous l'avez bien expliqué, pour l'instant, c'est une clause que vous avez rajoutée sans surcote des polices, enfin sans changement de la police d'assurance et sans augmentation des prix. On a déjà commencé à interroger un certain nombre d'acteurs qui sont les financeurs. Eux, ils nous disent qu'ils seraient prêts à participer à l'amélioration de ces protections. Donc, est-ce que vous avez des réflexions sur des nouvelles clauses et lesquelles, soit des augmentations de la somme, soit des augmentations de couverture de jours d'arrêt de tournage, d'ailleurs qui sont évidemment des sommes en réalité. Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, pour revenir sur la question réputationnelle, c'est la même chose. Un film, c'est beaucoup d'argent, voilà, 10 millions d'euros, parfois plus, parfois moins, mais 10 millions d'euros, que des producteurs prennent un risque avec des financeurs. Donc on peut parfaitement imaginer à un moment donné, parce que dans l'équipe de tournage, des gens feraient n'importe quoi, et grave, que les financeurs puissent, d'une manière ou d'une autre, se retourner contre les personnes et faire jouer la chaîne de responsabilité pour se retourner, pour récupérer quelque part leur investissement.
Donc est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut imaginer d'assurer également? C'est compliqué, Qui je souhaite sais, mais... répondre? Monsieur Rubini? Oui, Allez. bien sûr. Si ça vous embête pas, on va revenir un peu en arrière. Quand j'ai eu la mission en 2021 d'étudier les possibilités d'assurance pour un retard suite à une agression, encore une fois, notre métier, nous, c'est de travailler avec tout le monde, le plus de compagnies possible pour obtenir les meilleures conditions. Donc j'ai fait mon tour de toutes les compagnies avec qui je travaille depuis 25 ans et j'ai eu des réponses très diverses. Il faut que vous compreniez que chaque compagnie souscrit pour son propre compte. Ils sont souverains dans leur souscription, c'est-à-dire qu'ils décident. Et nous, simples courtiers, on exécute les décisions qu'ils nous donnent et on essaie de vendre les conditions qu'ils nous proposent. Et voilà, si on pense qu'elles sont bonnes. Bref, pour cette étude-là que j'ai faite, ça m'a demandé pas mal de temps et c'est pas grave, mais j'ai eu des réactions très bizarres. J'ai eu une première réaction de dire oui, je vois le problème, je comprends, ça vaut de l'argent, donc je te propose un taux, je vais essayer de faire très simple, pour assurer un film, c'est à peu près 1% du budget. Et il me dit, si tu veux mettre cette clause d'harcèlement, d'arrêt de tournage, etc., je te prendrai 1,35. Donc c'est colossal, c'est 35% sur un truc. Donc ça m'a bien... Bref, j'étais pas très content. Et après, j'ai eu des refus en disant non, on veut pas cette chose-là. Parce qu'avant d'arriver chez Arias, j'ai fait un petit tour quand même de marché. J'ai fait mon métier. J'ai un autre qui m'a dit, un autre assureur qui me dit, écoute, oui, nous, on pourrait prendre que si la personne est blessée. C'est-à-dire que comme c'est un contrat... non, quoi, fais pas ça. Enfin, je sais pas, ça m'a un peu heurté. Et j'ai eu la chance, puisqu'on s'était rencontrés avec Arias et Maïf au moment du Covid, qui était une situation extrêmement complexe, où là aussi j'avais une autre mission en mars 2020, où il y avait quand même 480 films qui sont arrêtés net au 15 mars, parce qu'on ne pouvait plus sortir, enfin vous connaissez la situation. Et donc tout le monde était bloqué, plus personne ne travaillait, et donc je me suis retrouvé comme tout le monde chez moi, et j'ai dit mais il faut qu'on trouve une solution. Et donc j'ai recommencé, ou plutôt, c'était une année avant, j'ai appelé tous les assureurs à qui je travaillais, je dis écoute, c'est un nouveau risque, c'est une maladie qui arrive, certes, ça reste sur le principe de l'assurance un aléa, tu l'as ou tu l'as pas, et donc on peut tarifer, on peut proposer un prix aux producteurs, ça c'est un peu cher, c'est pas grave, mais au moins on peut reprendre les tournages, on peut y aller. 100% des gens avec qui je travaillais m'ont envoyé, m'ont dit non. Là aussi, c'était une grosse déception. Et par chance, le CNC m'a indiqué la voie d'Arias, qu'il connaissait par ailleurs, et que j'ai appelé Sylvain Mortera, que je ne connaissais pas. Et il m'a dit, écoutez, nous, on est mutualistes, parce que les mutuelles, quand on est assureur de films comme nous, c'est pas notre réflexe. Les premiers, on va à des compagnies d'assurance traditionnelles, ou même moins connues, mais bon, qui sont ce qu'on appelle les assureurs de risques spéciaux, très pointus. Ce sont des contrats temporaires, assez exposés. Bon, c'est compliqué, mais c'est du sur-mesure, c'est notre métier. Et donc j'ai appelé Sylvain Mortera, qui curieusement, que je ne connaissais pas encore une fois, qui m'a accordé un accueil très favorable. Mais oui, nous sommes mutualistes, c'est notre ADN. Si on peut aider, pourquoi pas. Il se trouve que par ailleurs, il aime bien le cinéma, donc il y avait une sensibilité qui a dû jouer. Et c'était le premier qui ne m'a pas fermé la porte. Et il a étudié, et on en saurait aujourd'hui, mais c'est... vous vous rappelez tous de cette époque, c'était quand même très compliqué, très chargé émotionnellement. On voyait des choses à la télé le soir, c'était pas terrible, et plus personne ne travaillait, donc c'était comme compliqué. Et puis on fait ce métier parce qu'on aime le cinéma, l'image, et donc c'est le premier, et avec ses amis mutualistes qui l'ont rejoint en disant oui, nous on peut trouver une solution. Il y a un aléa, c'est une nouvelle maladie, il y a un aléa, il y a assurance. Voilà, c'est assez simple comme principe. Et grâce à ça, on a pu reprendre assez vite. Je crois que c'est en juin 2020 que les tournages, avec une surprime, avec ce que vous voulez. Et puis après, il y a eu un fonds public qui est intervenu de 50 millions d'euros, bref, qui a pu réamorcer tous ces tournages qui s'étaient bloqués, arrêtés, et finir les films, et en recommencer d'autres, et continuer l'activité. En essayant de se protéger, comme vous le savez tous, de ce virus. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des demandes particulières sur les tournages
qui ont cette clause? Est-ce que, par exemple, vous demandez à ce qu'il y ait des clauses dans les contrats de travail des comédiens et comédiennes sur les scènes d'intimité ou sur enfin, voilà, le rapport au corps d'une manière générale? Est-ce que vous demandez à ce qu'il y ait un coordinateur d'intimité? Est-ce que vous demandez à ce qu'il y ait un référent harcèlement sur les tournages? Est-ce que vous avez des conditions pour accorder cette clause, oui ou pas? Alors, nous, notre point d'entrée, ce sont les producteurs. Donc, on est vraiment sur un contrat d'assurance de perte pécuniaire. Donc, c'est du financier pur. Et on n'a pas de lien direct avec les équipes de tournage, avec les acteurs, etc. Donc, c'est plutôt eux qui, à leur niveau, et par la responsabilité qui leur incombe en tant qu'employeur, d'une part, mais aussi du fait de tout ce qui a été fait ces derniers temps avec le CNC, avec les subventions et la formation qui doit être faite de manière obligatoire pour obtenir justement ces subventions, qui ont mis la pression nécessaire, peut-être pas suffisante, mais en tout cas la pression nécessaire. Nous, on ne met pas dans nos contrats de clauses. Et ça serait difficile de le faire. Bon, d'abord, je pense qu'on dépasserait un petit peu le champ de notre activité, mais ça serait difficile de le faire parce qu'encore une fois, on reste sur un domaine concurrentiel. Donc si souscrire chez Areas Maïf, ça devient beaucoup plus compliqué que souscrire chez nos confrères, eh bien, soit plus compliqué, soit plus cher, soit les deux, eh bien, on ne cède pas. Voilà. Donc maintenant, pour revenir à votre question de tout à l'heure, est-ce qu'on peut améliorer? Évidemment, si le niveau général de ce que proposent les assureurs remonte, parce que là, pour faire simple, je pense qu'on a à peu près la moitié du marché à proposer ce type de clause. On a été, je pense, précurseurs, mais maintenant d'autres nous ont suivis. On ne va pas les citer parce que voilà, mais en tout cas, à peu près la moitié du marché nous a suivis. Je pense que si on veut pouvoir monter, il faut que le niveau minimum monte aussi, pour qu'il n'y ait pas de distorsion trop importante entre ceux qui font et ceux qui ne font pas. Merci. Si vous voulez vous inscrire... Oui, merci de lever la main. Monsieur Balanant, et ensuite on passe à ça. Donc ça veut dire concrètement que la moitié des films assurés n'ont pas du tout cette clause. D'accord? Ok. Ce qui est quand même beaucoup, je trouve. Première question, enfin plus que question, constat. Je voulais savoir combien de fois cette clause a été utilisée jusqu'à maintenant. Et puis un autre élément un peu technique, parce que vous en avez parlé, si des faits de violence ont lieu entre deux personnes qui ne sont pas des personnes nommées au contrat, est-ce que votre clause fonctionne pour autant? Et une autre question importante, est-ce que dans votre clause, vous offrez une assistance juridique sur le traitement qui doit être fait dans le cas de violences voilà, et qui sont les experts de vos assurances sur ces aspects-là? Merci, Monsieur Mortera. Peut-être revenir sur la clause pour bien comprendre comment ça fonctionne et qu'est-ce qui a motivé cette clause. Premier point, on a décidé de l'offrir et de l'offrir de manière rétroactive. C'est-à-dire que tous ceux qui avaient signé un contrat qui n'avaient pas cette clause bénéficiaient, même si le tournage n'avait pas encore eu lieu, de la clause. Donc ça se fait très rarement dans le monde de l'assurance et c'est un geste mutualiste et solidaire sur lequel on a une certaine fierté d'avoir porté cette cause. La première chose, c'est qu'en fait, on a souhaité l'offrir parce qu'on ne souhaite pas, on souhaite co-responsabiliser le producteur. C'est-à-dire qu'on souhaite finalement, notre but, finalement, c'est pas d'indemniser. Notre but, c'est qu'il n'y ait plus de violence et harcèlement sexuel et sexiste. Donc le sujet, c'est l'offrir parce que surtarifé revient d'une certaine façon à anti-sélectionner. C'est-à-dire que finalement, je ne me préoccupe pas de la violence, le harcèlement sexuel et sexiste. Je caricature, je ne pense pas qu'il y ait de producteurs qui existent en France qui fassent ça. Mais admettons, on ne peut pas dire, voilà, je prends quelqu'un de dangereux, c'est pas grave parce que de toute façon, j'ai l'assurance qui me couvre. Ça, c'est pas quelque chose de bien. Donc, ce n'est pas notre objectif. Deuxième point, on a voulu limiter le montant à 500 000 €, qui est peut-être faible perçu par certains. Mais on considère qu'il doit y avoir un engagement financier de la part du producteur, qui est le chef d'entreprise, qui est l'employeur, et qui doit être co-responsable finalement du fait qu'il n'y ait pas assez de violence et harcèlement sexuel et sexiste. Le troisième point, qui est un gros sujet de place, c'est le fait qu'on exige qu'il y ait un dépôt de plainte de la part de la victime et qu'il y ait un signalement au procureur de la République de la part du producteur. Pourquoi on a demandé cette clause? On considère que la personne qui est coupable, ce n'est pas celle qui porte plainte. La personne qui est coupable, c'est celle qui est le délinquant qui a fait des violences, harcèlement sexuel et sexiste. Et donc, nous œuvrons pour libérer la parole. Et cette libération de la parole, elle doit s'accompagner de quelque chose tout à fait normal. On subit une violence, on doit être capable de porter plainte. Malheureusement, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a le sentiment, et on le constate de facto, c'est que cette clause ne travaille pas parce qu'en fait, il n'y a pas de plainte. Après, il y a le sujet du silence, qui est un vrai sujet par rapport à la précarité
intervenants du spectacle. Et donc le sujet vrai qui se pose, c'est la défense des intervenants du spectacle pour qu'ils aient la capacité, en tant que héros, finalement, à un moment donné, même si on a dédouané d'une certaine manière le producteur des impacts financiers, la capacité à porter plainte. Et on veut qu'il y ait une co-responsabilité à la fois factuelle dans ce dépôt de plainte, mais en même temps que le producteur fasse un signalement au procureur de la République parce qu'il est engagé. Et c'est sa responsabilité pleine et entière de chef d'entreprise. Donc on voit aujourd'hui que cette clause ne travaille pas, ne fonctionne pas, probablement parce qu'il n'y a pas de dépôt de plainte. Et donc il y a un vrai sujet aujourd'hui de protection, non pas des intérêts sur le plan pécuniaire du producteur, mais de la défense des intermittents du spectacle, en particulier des jeunes qui ont peu de cachets, peu de jours de tournage et qui n'ont pas la capacité morale de se dire je vais porter plainte et je vais peut-être nuire à ma carrière. Donc là, il y a un gros sujet. Pour y répondre, on travaille sur 2 axes. Donc on est dans un monde concurrentiel, mais on va quand même vous livrer ces 2 axes. Le premier axe, et David peut-être en dira quelques mots, c'est la protection juridique et la protection psychologique, la capacité d'avoir un appel offert dans nos contrats. Donc peut-être, David, vous pouvez peut-être en dire quelques mots. Oui, on réfléchit à une mécanique où les victimes peuvent, d'une part, appeler, ensuite bénéficier de conseils. Alors évidemment, le conseil, ça va être de porter plainte et d'évaluer la situation, d'éventuellement réussir à s'extraire de l'endroit et du danger. Et puis ensuite, à apporter un soutien juridique, donc avec un budget qui permettra d'avoir le soutien d'un avocat. Et de la même manière, un soutien psychologique avec des séances, si nécessaire, avec le budget qui va bien en face. Donc c'est effectivement quelque chose qui est, on peut appeler ça de l'assurance pour compte, puisqu'en fait l'assureur, celui qui paye, c'est quand même le producteur. Mais le bénéficiaire, là, ce serait la victime, qui n'est pas notre assuré, mais qui, c'est un schéma qui existe totalement en assurance. Hein. Et c'est vrai que là, nous, on est rentré par le sujet du producteur et de l'impact financier pour la production elle-même. Mais si on veut un peu s'attaquer au sujet de la situation de la victime, eh bien voilà, c'est des axes de réflexion pour soutenir et faciliter les bonnes attitudes et le bon soutien, on va dire. Le dernier point peut-être par rapport à l'idée de M. Bernamont. De comment trouver un mode de responsabilisation et de financement finalement de ce sujet. Premier axe d'abord, c'est que la moitié du marché ne couvre pas les violences, harcèlements sexuels et sexistes. Nous, on le déplore avec la MAIF. On a été précurseurs, on a été suivis par des gens qui vont compléter. Voilà, mais aujourd'hui, il y a la moitié des acteurs, on ne va pas les citer, on ne va pas faire de délation, mais il y a la moitié des acteurs qui aujourd'hui ne couvrent pas ce risque. Donc là, il y a un gros sujet. Déjà, il faudrait que tout le monde couvre ce risque. Alors, est-ce que ça va être une assurance obligatoire ou pas? C'est un vrai sujet de fond. Voilà. Nous, on a dit on va l'offrir. Peut-être que des gens considèrent qu'il y a trop de risques et qu'ils ne veulent pas l'offrir, qui sont une démarche peut-être plus capitaliste que nous, qui sommes économie sociale et solidaire. Mais en tout cas, nous, on ne peut que déplorer le fait qu'il y ait des acteurs assurantiels et encore aujourd'hui des gens qui décident d'aller chez ces assureurs alors qu'il n'y a pas cette clause. Premier point. Deuxième point, nous, on n'a pas envie de changer la clause qui fasse qu'il faille porter plainte. À la fois, c'est factuel, ça permet d'éviter les discussions sur le déclenchement de la garantie, et le sujet, il faut arriver à banaliser ce dépôt de plainte. La personne qui dépose plainte, porte plainte, n'est pas la coupable, c'est la victime. Et donc, il faut changer, il faut que la peur change de camp. Ce n'est pas simple à faire. Pour ça, il faut qu'on travaille sur un axe qui fasse qu'au-delà des 500 000 € qu'on offre, on soit capable, probablement avec un fonds de garantie, peut-être associatif, qui serait ouvert aux assureurs. Nous, on n'est pas pour l'exclusive, hein, donc là, on est pour l'efficacité du système, qui permette, au-delà de la cotisation d'assurance de perte pécuniaire sur un tournage, qu'il y ait un fonds de garantie qui soit peut-être géré de manière paritaire avec les producteurs, dans lequel finalement il y a une cotisation et une décision d'un comité ad hoc qui permette de déclencher l'indemnisation. Voilà. Il faut faire attention, il ne faut pas que ça déresponsabilise le producteur, c'est-à-dire qu'il faut qu'absolument l'objectif final, c'est qu'à la fin, qu'il n'y ait plus de VHSS sur les tournages. Donc voilà, donc il ne faut pas dire c'est pas grave, c'est indemnisé. Mais néanmoins, il faut qu'on soit capable d'offrir une solution assurantielle qui soit plus supérieure à celle qu'on offre aujourd'hui. Et qui fasse que finalement, bien que la parole soit libérée, on ait les montants d'engagement qui dépassent les 500 000 € qu'on a envisagés. 500 000 € pour nous, c'est très significatif, hein, donc on ne peut pas aller beaucoup au-delà. Mais s'il y avait un système de cotisation généralisé d'un fonds de garantie, je ne parle pas de fonds de garantie de terrorisme, ça peut être associatif, voilà, donc on espère que dans quelques années, ces VHSS auront totalement disparu. Peut-être qu'on pourrait avoir un système paritaire qui permette de débloquer des fonds dans le cas où. Voilà. Le sujet du film abîmé, c'est un sujet très complexe sur lequel aujourd'hui, nous, on a du mal à se positionner. Parce que ça pose une question de fond. C'est est-ce que finalement le producteur a mis tout en œuvre pour couvrir le fait que finalement ce film ne soit pas abîmé?
Et ça, c'est très compliqué. C'est ce qu'on appelle en assurance l'antisélection. Et nous, on ne veut pas être antisélectif. Nous, on veut plutôt œuvrer pour qu'il n'y ait plus de VHSS et pour que les coupables soient condamnés. C'est la mission qu'on s'est assignée avec la Maïf. Voilà, donc on essaye. Alors, c'est facile pour nous parce qu'on est économie sociale et solidaire. C'est probablement pas le cas de toutes les parties. Donc, je résume. Premier point, il faut que tous les assureurs nous suivent. Aujourd'hui, la moitié du marché ne nous a pas suivis. Deuxième point, il y a la protection juridique et psychologique qu'on doit mettre en œuvre, même si on n'a pas de prime pour ça. Ça fait partie de notre mission. Et troisième point, peut-être un fonds de garantie qui permette de couvrir ce risque de manière plus générale et de manière plus importante que les 500 000 € qu'on offre aujourd'hui, les 5 jours de suspension de tournage. Merci. Il y avait Madame Marébeuil qui avait une question. Oui, vous venez plus ou moins d'y répondre. Voilà, si la plainte intervient après le tournage, mais avant la diffusion, et que cette plainte soit suffisamment grave pour empêcher la diffusion du film, comment vous couvrez ce risque ? Alors, effectivement, nous, on couvre la production du film. Je sais pas si on m'entend, c'est bon ? Oui. On couvre la production du film. Donc, à partir du moment où le film a pu aller à son terme en termes de production, donc il y a eu la pré-prod, le tournage et la post-prod, et que le produit fini existe, pour nous, en termes assurantiels, ça s'arrête. Donc après, le fait qu'on puisse le diffuser en salle et le succès ou l'insuccès du film est totalement hors champ de notre action. Voilà. Madame Berger. Oui, merci beaucoup. Dans le prolongement de cette question, est-ce que du coup, il n'y aurait pas aussi un autre type d'assurance à créer, puisque là, vous couvrez du coup le risque de ce qui peut se produire malheureusement pendant un tournage, notamment une assurance pour les distributeurs, parce qu'en fait, ils vont récupérer une situation qu'ils n'ont pas participé à créer, pour laquelle ils ne sont responsables en rien, et c'est eux qui risquent, in fine, de prendre le plus de risques. Ce qui est d'ailleurs le cas en général en termes de financement aussi, ce qui est un autre sujet. Mais est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez pour que ce risque-là puisse aussi être appréhendé ? Oui, c'est complètement possible. Ça serait une autre police, donc différente de la première, on a tous compris. Je pense que le distributeur de films serait le plus exposé, puisque c'est lui qui est le risque change un peu de main, donc c'est un peu lui qui est plus exposé. Mais c'est vrai que nous, on a déjà étudié, on a constaté malheureusement qu'il y a 2-3 films qui ont été tournés avec un des comédiens qui malheureusement décède avant la sortie du film. Et ça pose un problème de marketing, de commercial pour lancer un film avec quand on sait que la personne n'est plus là. C'est un peu compliqué et c'est sur cette base-là, il y a une notion quand même d'accident qui est donc propre à l'assurance. On pourrait imaginer quelque chose avec une déclinaison en disant on prend les décès malheureusement. Alors, encore une fois, c'est pas très drôle, j'en suis désolé, mais sur ce risque-là, et on peut l'étendre sur un film abîmé qui aurait été avec une campagne compliquée avec un comédien, une comédienne qui serait impliqué dans une histoire triste. Alors, Monsieur Mazard et Madame Melchior. J'insiste peut-être, Madame Berger, pardon, comme vous voulez. Moi, je crois qu'en fait, on a un vrai sujet de fond, et sans être schizophrénique, le sujet qu'on a, c'est que nous, on ne veut pas de VHSS. Et donc, on ne veut pas couvrir un risque qui incite finalement. Voilà. Donc, à un moment donné, qu'il y ait une sanction économique et financière pour quelqu'un qui n'a pas mis tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas de VHSS, mais le distributeur, lui, il est en lien avec le producteur parce que le distributeur va préfinancer le film. Voilà. Donc finalement, voilà. Donc le sujet, c'est qu'il faut que l'ensemble des parties prenantes autour de la table soient d'accord pour essayer d'œuvrer pour qu'il n'y ait plus de VHSS. Et que quand il y a de VHSS, il y a un dépôt de plainte. Voilà. Donc nous, c'est notre position de principe presque philosophique. L'idée, c'est qu'il ne faut pas mettre sous le tapis le sujet. Voilà. Et donc l'assurance ne peut pas être une incitation de quelconque manière à un enjeu économique qui finalement serait profitable à quelqu'un, nuisible à l'assureur, qu'il faut payer quelque part. Et donc, il ne faut pas non plus que les bons payent pour les mauvais. Monsieur Mazard. Oui, merci Madame la Présidente. Je me pose la question d'une hypothèse où un producteur mettrait en place donc, le film abîmé, le principe du film abîmé, ou la non-mise en lumière d'un acteur qui pourrait être un acteur un peu bankable, et qui, pour le coup, lui, pourrait aussi porter plainte en disant il y a des accusations contre moi, mais qui ne sont pas fondées, dont la justice, in fine, pourrait dire qu'effectivement, il n'y avait rien d'avéré dans la plainte qui avait été déposée contre lui. Si vous avez garanti la période de suspension
du tournage, est-ce que vous vous retournerez contre le producteur pour demander un remboursement pour le coût de la mise en œuvre qui n'était pas justifié donc, de la garantie? Ça, c'est une première question. Deuxième question, est-ce qu'on peut aussi imaginer une responsabilité, alors sûrement une garantie, responsabilité civile des producteurs, dans l'hypothèse où ils mettraient en place justement toutes ces garanties pour protéger, pour recueillir la parole de la victime, pour protéger la victime, etc., et qui s'avérerait là aussi, in fine, comme étant une mise en œuvre inopérante, puisque, là encore une fois, l'acteur se retourne contre le producteur et la justice lui donne raison. Merci, Madame Melchior. Voilà. Merci Madame la Présidente. Moi j'avais une question sur le périmètre en fait parce que vous dites, enfin donc la clause c'est pour un arrêt de tournage lié au VSS et que ces VSS se soient passés pendant le tournage ou dans les moments off ou les moments festifs. Voilà, je voulais juste cette précision. Oui, je vous laisse répondre et après je te donnerai la parole. Alors, pour répondre à votre première question, monsieur, effectivement, une fois que la plainte a été déposée, il peut s'avérer qu'in fine, elle était infondée. Et pour autant, le mal est fait, entre guillemets, puisque il y a eu des conséquences sur le tournage. Néanmoins, nous, on assure les conséquences pécuniaires sur le tournage. Donc, s'il y a eu un dépôt de plainte et qu'il y a eu des conséquences, un arrêt de 1 semaine, 3 jours, etc., ou même un changement d'acteur, quand bien même, peut-être 6 mois après ou même 3 ans après, les personnes impliquées seraient totalement lavées de toute mise en cause, néanmoins, il y a bien eu cet effet sur le tournage qui est un retard avec des frais financiers. Et donc, nous, on a assuré ça. Et on n'est pas du tout juge, on n'a pas de rôle ni de police ni judiciaire pour sanctionner ou ne pas sanctionner la véracité, la gravité des faits. Nous, on se contente... on pense que modestement c'est déjà pas mal, mais on se contente de gérer les impacts sur le tournage. Voilà. Donc non, pour répondre à votre question, on ne serait pas du tout en situation de demander le remboursement des sommes indemnisées. Mais... C'est le même principe, c'est-à-dire que nous, on ne gère que les impacts sur le tournage. Merci, monsieur le rapporteur. Ça tombe bien sur les impacts sur le tournage et sur la question du dépôt de plainte. Vous le savez, il y a 2 volets. Il y a le volet pénal et il y a le volet droit du travail, code du travail. Dans la configuration d'un fait où il n'y a pas de dépôt de plainte. Pas de dépôt de plainte parce que le producteur met en place une enquête interne, il y a quand même une interruption de tournage, il met une enquête interne et il y a un règlement, et ça peut arriver, c'est pas toujours satisfaisant, mais un règlement un constat et une sorte de règlement à l'amiable, entre guillemets, entre la victime et l'auteur. Ils ont discuté, il y a eu un malentendu, ils admettent tous les deux, et la personne victime, ça peut être son droit, parce qu'on est dans un monde réputationnel, parce que décide de ne pas porter plainte, mais voilà, il y a quand même, quelque part, ça a été réglé. Est-ce que là, vous pouvez imaginer de prendre en compte, parce que pour le producteur, l'effort d'essayer de trouver une solution, de mettre en place un accompagnement, de faire de la médiation, le film, pendant ce temps-là, il s'arrête. Et donc, mais il n'y a pas eu de dépôt de plainte, parce que la victime... décide qu'il ne souhaite pas qu'il y ait de dépôt de plainte, et ça peut être légitime chez une victime aussi de ne pas vouloir déposer plainte. Je pense comme vous que c'est bien qu'il y ait des dépôts de plainte, mais ça peut être un choix de la victime également. Alors effectivement, il peut y avoir des situations où à l'amiable et de bonne foi, il y a une solution qui est trouvée. Mais malheureusement, on sait tous qu'il y a aussi beaucoup de pression et que finalement la bonne foi ou d'un commun accord, c'est plutôt une pression subie et pas forcément voulue. Donc je crains que si on allait dans ce sens-là, on aurait peut-être quelques bons effets, mais surtout des mauvais. Ensuite, il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a un risque quand même réel
de fraude ou d'abus. Peut-être pas de fraude, mais au moins d'abus. Un tournage, c'est comme dans n'importe quelle activité économique, ça peut avoir un retard. Et des fois, on n'a pas forcément le budget pour boucler ces dépassements et les impacts financiers. Si c'est trop facile d'évoquer une situation plus ou moins réelle pour obtenir finalement une rallonge budgétaire, c'est compliqué. En revanche, c'est pour ça que nous, on est aussi parti là-dessus, c'est un dépôt de plainte, c'est sérieux. C'est-à-dire que, que ce soit fondé ou pas, in fine, mais c'est suffisamment sérieux pour qu'on le fasse. Donc voilà, voilà. Alors moi, je voudrais revenir un peu sur cette question de dépôt de plainte parce que, en effet, les victimes déposent rarement plainte en réalité. Puisqu'il n'y en a qu'une sur 10, je rappelle, qui dépose plainte aujourd'hui. Donc il y en a 9 sur 10 qui ne le font pas. Et particulièrement dans le milieu du cinéma, on peut imaginer qu'elles ne le fassent pas parce que c'est des années d'instruction. Une plainte pour viol, c'est plusieurs années d'instruction. Et donc c'est plusieurs années durant lesquelles elle va être identifiée probablement comme le mouton noir du monde du cinéma, perte du travail, etc. C'est aussi être pointée parfois comme celle qui peut raconter des histoires ou en tout cas mettre la focale sur elle. Et puis c'est aussi un temps où l'instruction va être publique puisque dans ces plaintes-là, tout sort des parquets. Bon. Donc en fait, c'est quand même un risque extrêmement important que prend une victime d'aller déposer la plainte. C'est pour ça que j'entends votre exigence et je comprends absolument les contraintes dans lesquelles vous êtes. Mais je vous alerte sur le fait que particulièrement dans un monde aussi réputationnel que celui du cinéma, ça me semble extrêmement compliqué de conditionner quelque chose uniquement à la plainte. Et derrière, c'est mettre la pression aussi sur elle, en fait. C'est-à-dire que c'est à elle encore, c'est encore à la victime que revient la responsabilité de couvrir tout un collectif ou pas. Et ça, j'ai pas de solution en vous posant cette question, mais je voudrais au moins savoir si vous avez des réflexions à ce sujet-là. On a bien évidemment réfléchi à la question. C'est un sujet complexe. Complexe parce qu'il y a des objectifs qui sont pour partie contradictoires. Contradictoires en ce sens que donc, nous, on souhaite défendre les victimes, aider la parole à la victime, et on voit bien que néanmoins la précarité, la difficulté, la réputation, le silence qui a été évoqué par certains dans certaines auditions existe. Nous, on pense que le sujet est moins un sujet d'assurance du producteur et de la production qu'un sujet de défense des intermittents du spectacle. Donc le sujet, c'est plus finalement la capacité humaine et financière d'accompagner finalement les victimes. Et ce n'est pas le sujet de l'assurance du film, finalement. C'est le sujet comment protéger la victime. Donc protéger la victime, on va essayer d'œuvrer avec ce système de protection juridique et de protection psychologique dans lequel il y aura des appels. Et on va essayer d'intégrer, on discute avec la Maïf, on va essayer d'intégrer, on va offrir cette garantie. Alors finalement, on n'a pas de prime. Donc de nouveau, on prend quand même en tant qu'Académie sociale et solidaire sur un excédent potentiel, voilà, donc sachant que c'est compliqué, sachant qu'on ne souhaite pas que cette garantie fonctionne, c'est tout le paradoxe, c'est quand on offre une garantie, on ne souhaite pas qu'elle fonctionne, donc on est un peu schizophrénique. La difficulté, c'est que probablement, le sujet qui se pose, c'est comment libérer la parole des victimes, et libérer la parole des victimes, c'est plus le sujet de la protection sociale, finalement, et financière et réputationnelle de la personne qui a subi cette VHSS, plutôt que le sujet de l'assurance de la perte pécuniaire aux producteurs, parce que c'est le producteur qui paye. Voilà, donc nous, il faut qu'on trouve une solution qui est complexe, un fonds de garantie, voilà, ce qu'évoquait monsieur le rapporteur d'un système RC, c'est compliqué à mettre en œuvre aussi, donc d'aller chercher l'argent vers celui qui est coupable, parce qu'au niveau de solvabilité, au niveau de l'assurance, voilà, qui va couvrir cette RC, et cette RC ne peut pas s'appliquer à quelque chose qui est pénal, voilà, donc ça veut dire que c'est interdit, par la loi, on ne peut pas couvrir un risque pénal, voilà, on peut couvrir l'assistance du risque pénal, mais pas le risque pénal, donc c'est un sujet compliqué, nous on est très heureux d'être là aujourd'hui, parce qu'on pense qu'il y a un vrai sujet, on tourne un peu, on bute, nous on est assez mécontents qu'il n'y ait que la moitié du marché qui nous ait suivis. On n'en fait pas un enjeu concurrentiel, on aimerait que tout le monde nous suive. Voilà. Peut-être qu'on peut trouver une solution intelligente avec un système de fonds de garantie. Il y a l'assistance qu'on va offrir. Mais en tout cas, on voit bien qu'on bute sur ce sujet de dépôt de plainte, risque réputationnel, précarité des victimes, temps de l'instruction, difficulté du silence imposé par certains pour que le film se termine, parce qu'un film, c'est plusieurs années de vie d'un producteur, plusieurs années de vie du réalisateur, donc forcément, il a envie que ce film se termine, au péril du risque. Voilà. Donc nous, on essaye d'œuvrer pour ne pas être proactif sur quelque chose qui serait efficace économiquement, mais humainement déloyal. Madame Brousseil, est-ce que vous pensez que les personnes sur un tournage savent que cette clause existe ? Est-ce qu'elle est connue, cette clause ? Et après, Monsieur Balanon.
Alors, dans le contrat, il n'y a pas d'obligation, hein. C'est vrai que le producteur, hein, nous, c'est ce qu'on disait, hein, le contrat effectivement couvre le producteur et le tournage, et pas, c'est pas effectivement l'assurance au profit des victimes. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Et effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation d'information. En revanche, plutôt, on le voit, hein, le CNC a mis en place, hein, avec l'obligation de formation, et effectivement, sur son site, il y a des mentions sur la couverture d'assurance, mais ça n'est pas prévu aujourd'hui comme une contrainte imposée aux producteurs. Alors aussi pour les raisons qu'on évoquait, hein, mais en tout cas, c'est pas une contrainte qui existe aujourd'hui dans le contrat de faire la publicité, ou en tout cas de communiquer sur l'existence du contrat d'arrêt de tournage, et encore moins sur le contenu de l'ensemble du contrat, y compris cette clause, puisqu'il ne comprend pas que cette clause. Monsieur Balanon, pardon. Alors, il faut que vous éteigniez, Madame Roussel. Voilà. Pour compléter le propos de Barbara, voilà, Roussel, nous, on n'en fait pas un acte de publicité. Nous, on a une vocation humaniste, solidaire. C'est-à-dire qu'en fait, on ne cherche pas à se différencier en cherchant un avantage concurrentiel. Nous, notre vœu le plus cher, c'est que tous les assureurs nous suivent. Tous les assureurs offrent cette garantie et qu'elle ne soit pas différenciante mais si une par rapport... actrice, par exemple, n'est pas au courant que ça existe... Bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est expliquer, c'est que la publicité qu'on en ferait, de facto, reviendrait finalement, d'une certaine manière, à pervertir la volonté qu'on a pure, finalement, de défendre les victimes. J'entends. Monsieur Balanon. Alors, plusieurs questions et qui peuvent permettre de rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vous offrez des assurances, non pas aux films, mais à des comédiens, à des réalisateurs, des assurances particulières? On sait que parfois on a le fantasme d'une actrice qui a son nez assuré, enfin ce genre de choses. Est-ce que c'est des choses qui existent? Et donc, et les acteurs aussi, oui. Tout à fait. C'est le premier point. Et donc, sur ces déclinaisons, est-ce que vous avez, en plus de ce que vous allez proposer un peu pro bono d'assistance juridique, la possibilité pour un comédien d'avoir une assistance juridique? Ça, c'est un autre sujet. Et j'aimerais venir sur un sujet qu'on n'a pas abordé, mais qui me semble important, sur la question sur les mineurs. Est-ce qu'il y a des clauses assurantielles particulières à partir du moment où on fait jouer des mineurs dans un film? Et après, j'aimerais bien juste, peut-être que ça serait par écrit, mais sur la question de l'état du droit, sur les dommages et intérêts en cas de condamnation pénale, comment ça fonctionne exactement dans le monde du cinéma? Est-ce que c'est à peu près est-ce qu'il y a des clauses particulières? Enfin, j'imagine d'ailleurs que c'était du pénal, donc c'est la même chose pour tout le monde. Mais est-ce que vous avez des exemples de condamnation pénale où des dommages et intérêts ont été reversés à des productions ou à des assureurs? Merci. Qui veut répondre à cette question? Monsieur Sultan. Alors, premièrement, pardon, excusez-moi. Effectivement, il y a des assurances qui existent sur la tête des acteurs, mais en tout cas, nous, on n'est pas sur ce marché-là. Donc, ça peut exister, mais voilà, c'est un autre marché, c'est un autre type de contrat. Sur les mineurs, c'est surtout le droit du travail qui régit les conditions. Nous, ensuite, quand on souscrit un contrat, on va demander la qualité des acteurs, leur âge, mais plus au niveau on en a besoin pour évaluer un risque. Pour vous donner un exemple, quand vous avez quelqu'un de 80 ans ou 90 ans qui en plus a eu une santé fragile, voilà, il y a un risque. Quand c'est un mineur, non mais parce que les deux existent. Et avec un mineur aussi, il peut y avoir un risque. J'ai un exemple en tête. Il y a eu une interruption de tournage qui était purement technique, coupure électrique, sauf que c'était un tournage avec des enfants. Or, les enfants n'ont pas le droit de tourner n'importe quel jour de la semaine et à n'importe quelle heure. Donc, ça a des implications financières parce que, au lieu de décaler 2 jours, ça a décalé d'une semaine. Donc, plusieurs centaines de milliers d'euros sur un aspect voilà, mineur ou pas mineur. Mais sur le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire la protection des mineurs au titre des VHSS, nous, c'est vraiment le Code du travail et, qui joue, et on n'a pas de toute manière, on ne va pas mettre des clauses qui seraient quelque part évidentes, c'est-à-dire que interdire des délits, voilà, c'est une évidence. Et vous aviez une troisième question sur les dommages et intérêts. Alors peut-être que Hugo pourra compléter. Moi, j'ai pas connaissance de dommages et intérêts qui étaient appliqués.
Néanmoins, au niveau de notre contrat, ça ne joue plus. C'est-à-dire qu'après, c'est vraiment de l'ordre du pénal, du judiciaire. Et nous, on a indemnisé, on a fait notre travail par rapport à la production. Et après, sanction, pas sanction, coupable, pas coupable, ça n'est pas notre rôle. Et on ne peut pas en bénéficier au titre du remboursement des indemnisations qu'on aurait fait, qu'on aurait déjà versé. Bien, s'il n'y a plus d'autres questions, il me reste Ah si, Monsieur Mazard. Sur cette question, on peut imaginer quand même que vous êtes subrogé, vous, dans les droits de la personne que vous assurez. C'est-à-dire que si il y a des poursuites contre un auteur et qu'il est amené donc à indemniser la victime, vous êtes subrogé, vous aussi, par rapport à l'assurance, la garantie que vous avez assurée, pour obtenir les dommages et intérêts, le remboursement des sommes que vous avez engagées, non? Bah, vous pourriez dans l'absolu quand même. Il n'y a pas de capacité d'un assureur d'aller chercher une indemnisation d'ordre pénal. C'est interdit. Mais même sur les conséquences civiles. Enfin, après, il y a deux sujets. Il y a la capacité d'aller chercher en responsabilité civile, voilà, donc un fait dommageable, causer à autrui un lien de causalité entre l'acte et le fait dommageable, voilà. Mais sinon, sur le reste, sur le plan pénal, c'est formellement interdit. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas assurer le risque pénal ni toucher une indemnisation qui viendrait en substitution d'une préavance finalement qu'on aura faite. Ça, c'est pas possible. C'est interdit par la loi. Sur la responsabilité civile, il y a la capacité, bien évidemment, de faire jouer la RC, donc de faire jouer l'assureur RC. Voilà. Mais il faut que le fait dommageable ne soit pas d'ordre pénal. Non, mais je pense que, en fait, là, on parle un hypothèse. peu... Non, mais c'est oui, important pour les producteurs. Parce qu'en fait, ça ne s'est jamais produit. C'est-à-dire que personne n'a jamais été condamné sur un... Ben oui, mais enfin, je pense, Madame la Présidente, qu'on est en train de travailler sur justement ce qui peut et ce qui va et ce qu'on espère qui va se passer dans les années qui viennent. Imaginons, vous avez un auteur qui commet un acte qui nécessite donc la mise en place de votre garantie. Cet auteur répond des faits qu'il a commis et de toutes les conséquences, et notamment sur le plan civil et tous les dommages qu'il a causés. On pourrait très bien imaginer que le producteur se constitue partie civile pour obtenir remboursement du dommage qu'il a connu du fait de l'acte commis par l'auteur, et vous, pour le coup, obtenir aussi le remboursement des sommes que vous avez mis dans le cadre de votre garantie. Enfin, ça me paraît assez évident. Oui, mais... C'est des assureurs. Non, mais ça, c'est... Enfin, voilà, c'est... Le truc, c'est que ça, de toute façon, c'est déjà prévu dans tout contrat d'assurance, en fait. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un sujet pénal ou civil, vous pouvez demander... Enfin, les assureurs peuvent être indemnisés comme les parties civiles d'un procès. Non, j'entends, oui. Ok. Donc, en fait, le message final aux auteurs, c'est vous allez risquer, après cette commission d'enquête, de payer, au sens financier du terme. Il me reste à vous remercier chaleureusement pour le temps que vous avez passé dans cette émission et pour ce que vous faites aussi, absolument. Et peut-être avec les pistes d'amélioration dont on a discuté. Et il y avait peut-être un dernier élément, mais je vous la poserai sans doute dans un autre cadre, c'est si ça marche pas, en fait, il y a quand même un sujet. Voilà. Actons cela en fin d'audition, c'est qu'il y a une bonne intention et de bonnes mesures, mais finalement qui ne rencontrent pas complètement le problème.